Ça y est, c'est l'heure des maths. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un exercice particulièrement intéressant puisqu'il traite d'un théorème du Beatti sur les ensembles définis par des parties entières de multiples de réels. Donc on va s'intéresser, on se donne un réel strictement supérieur à 0. Et on va s'intéresser aux ensembles suivants, les S indices lambda, qui sont les parties entières de n lambda, quand n est un entier qui parcourt n étoiles. Donc je vais donner un exemple très bête pour commencer. Si vous prenez lambda égale 3,5, eh bien, je vais me donner des n supérieurs ou égal à 1. Donc la question que je me pose, c'est que qu'est-ce que c'est que n lambda? C'est la partie entière de 3 demi de n. Et si vous prenez les premières valeurs, vous voyez que pour n égale 1, eh bien vous avez partie entière de 3,5, c'est-à-dire 1. Pour n égale 2, eh bien vous avez partie entière de 6 demi, c'est-à-dire 3. Pour n égale 3, partie entière de 9 demi, c'est-à-dire bien 4. Et je me suis trompé, n égale 3, 3 fois 3, 9, non c'est bon, n égale 2, donc je prends n égale 4 maintenant. Et bien ça me fait 4 fois 3, 12, c'est-à-dire 6. Bon, si on veut le décrire, celui-là, cette chose-là, mais vous voyez que n, il est soit de la forme de k s'il est pair, soit de la forme de k plus 1. Oui. K qui va varier. Alors je vais plutôt l'écrire ici, k qui varie de 1 à l'infini, et ici k qui va varier de 0 à l'infini. Donc dans le premier cas, eh bien vous voyez que 3n sur 2, ce n'est rien d'autre que 3k, pour k qui varie de 1 à plus l'infini. Et dans le deuxième cas, 3n sur 2, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est... Qu'est-ce que c'est que 3n sur 2? Eh bien c'est certainement... Alors attendez, je suis perdu, c'est 6k plus 3 sur 2, c'est-à-dire 3k plus 1 plus 1,5. Et donc vous voyez qu'ici, il y a 3,5 de n, c'est 3k, et qu'ici, partie entière de 3,5 de n, c'est 3k plus 1. Et bien donc vous voyez que l'ensemble S de lambda, c'est S de 3,5, ça va être l'ensemble des multiples non nuls de 3, union l'ensemble des multiples de 3 auxquels je rajoute 1. Donc je vais avoir 1, alors je vais déjà avoir 3, 6, 9, etc. Et ensuite je décale, je vais avoir à chaque fois j'ajoute 1. Donc le suivant ici, on voit que ça va être 7, puis le suivant 9, 10, etc. Donc voilà un exemple. Et le théorème de Beatti, il s'intéresse à, en fait, la possibilité de partitionner grand N comme deux ensembles, comme réunion disjointe de deux ensembles S lambda, S demi. Alors on va établir quelques propriétés, c'est pour ça que la question est numérotée 0. La première propriété, alors une remarque, c'est que ça, comme ce sont des entiers positifs, c'est un sous-ensemble de grand N. Et on va s'intéresser à savoir quand est-ce que le sous-ensemble contient ou non 0. Comme c'est un sous-ensemble de grand N, ça c'est exactement dire que 0 n'appartient pas à S de lambda.
Donc on va traiter la contraposée. À quelles conditions 0 appartient à S de combien? Ben, par définition, si et seulement si il existe un n entier supérieur à 1, tel que 0 soit égal à n lambda. Oui. Mais ça, eh bien, à quoi ça équivaut? Ça équivaut à dire que n lambda, j'utilise la caractérisation de il existe un n, je vais garder mes quantificateurs, tel que, eh bien, n lambda soit coincé largement entre 0 et strictement par 1, ce qui équivaut encore à dire, puisque n et lambda sont positifs, qu'il existe un n supérieur à 1, tel que lambda soit strictement inférieur à 1 sur 1. Ben là, vous voyez que c'est exactement dire que lambda est plus petit que 1. Pourquoi? Bien parce que ce sens-là, alors ce sens-là est immédiat, puisque 1 sur n est inférieur ou égal à n. C'est l'autre sens qu'il faut démontrer. Bon, je le fais par oral, c'est très classique. Lambda étant strictement inférieur à 1, la suite 1 sur n tendant vers 0, ben, il existe un rang tel que non, c'est ce sens-là qui est trivial. Pardon, si lambda est strictement inférieur à 1, bien vous avez lambda inférieur à 1 sur 1. Si j'ai ça, pourquoi ça implique... Oui, je vais la démontrer. Si j'ai ça, eh bien j'ai forcément lambda inférieur à 1, puisque ça c'est inférieur. Donc cette question est triviale, enfin presque. Sigma de lambda est inclus dans une étoile, c'est seulement si j'ai la négation de ça, c'est-à-dire lambda supérieur à 1. Ok, petit b. Ça c'était mon petit a. Mon petit b maintenant. Je vais supposer que lambda est strictement inférieur à 1. On va évacuer en fait ce cas-là en montrant que ça, bah, ça va impliquer que S de lambda est égal à n tout entier. C'est-à-dire que les lambda strictement inférieurs à 1 ne sont pas très intéressants. Ils donnent systématiquement l'antenne. Donc j'ai supposé lambda strictement inférieur à 1. Il faut montrer quoi? Bien, il faut montrer que quel que soit m appartient à l'antenne, bien, il existe un entier supérieur ou égal à 1, tel que m soit égal à la partie entière de n lambda. Oui. Bien ça revient à montrer. Là, je vais me fixer un m. Donc la phrase n supérieur ou égal à 1, tel que m soit égal à n lambda, c'est équivalent à dire qu'il existe un n supérieur ou égal à 1, tel que n lambda soit plus grand largement que m et strictement plus petit que m plus 1. Oui. Et donc ce que l'on cherche chez le n, eh bien, vous voyez que ça équivaut à il existe n tel que lambda soit supérieur à m, tel que, pardon, et tel que n soit supérieur à m sur lambda est strictement inférieur à m plus 1 sur lambda. Autrement dit, ben, ça équivaut à dire que l'intervalle intersecté avec antenne est non vide. Et donc le dernier point pour montrer ça, eh bien, c'est de regarder la longueur de l'intervalle. La longueur de cet intervalle, c'est m plus 1 sur lambda moins m sur lambda, ce qui fait 1 sur lambda, mais lambda étant strictement inférieur à 1, ça c'est strictement supérieur à 1. Donc la longueur de cet intervalle est strictement supérieure à 1. Ben, si vous êtes strictement supérieur à 1, vous avez forcément un entier dans l'intervalle. Voilà, petit c, on en aura fini avec les préliminaires. Petit c, je suppose que lambda est supérieur ou égal à 1, et je me donne
2 entiers nm plus grand que 1, et je suppose que n lambda est égal à m lambda en partie entière. Et ça, je veux montrer que ça va impliquer quoi? Ça va impliquer que n égale m. Alors, qu'est-ce que je sais des parties entières? Eh bien, je sais que n lambda est coincé entre partie entière de lambda et strictement partie entière de n lambda plus 1. Peut-être pour plus de commodité, cette partie entière commune, je vais la noter C, c'est une constante, et donc je vais plutôt écrire que C est inférieur à n lambda, qui est strictement inférieur à C plus 1. Vous avez la même chose pour m lambda. Oui. Et je vais soustraire ces deux inégalités, mais attention, quand vous soustrayez les inégalités, vous changez le sens, c'est-à-dire que ça, vous additionnez par l'opposé, c'est-à-dire que moins C plus 1 est strictement inférieur à moins m lambda, qui est inférieur ou égal à moins C. Donc je vais additionner ces deux-là. Et si j'additionne ces deux-là, eh bien, vous voyez que les C vont se tuer, il va me rester moins 1. Et comme c'est une égalité stricte avec une égalité large, ça va me donner une égalité stricte. Je vais avoir n moins m lambda, qui va être, alors, large et strict, ça me fait strict. C'est-à-dire que moins 1 sur lambda est strictement inférieur à n moins m, qui est strictement inférieur à 1 sur lambda. Seulement, mes amis, lambda étant supposé supérieur ou égal à 1, ça c'est plus petit que 1. Et ça c'est plus grand que moins 1. Et ça, c'est un entier. Et un entier qui est donc compris strictement entre moins 1 et 1, ça implique, il n'y en a qu'un seul. Ça implique qu'il est nul. Et donc vous avez montré que cette égalité implique n égale m. La réciproque est absolument triviale. Alors, quel est l'intérêt, comprendre l'intérêt de cette question? L'intérêt de cette question, c'est, je vous rappelle qu'on regarde en fait les n lambda, c'est une suite, en fait, on pourrait l'appeler un. Eh bien, en fait, ce qu'on vient de montrer, c'est que n est une suite injective. Quand lambda est supérieur à 1, ça c'est une remarque, si lambda est supérieur ou égal à 1, eh bien, la suite est injective et elle est visiblement croissante. La partie entière, c'est une fonction croissante. Et donc, vous en déduisez, on s'en servira tout à l'heure de cette remarque, que ça, c'est une suite strictement croissante. Voilà une des conséquences de cette chose. Ok. Alors, on arrive au théorème de Beatti. Et avant, pour le sens direct, on va donner une caractérisation d'être élément de S lambda. Alors, on va supposer que lambda est irrationnel. Donc, ça veut dire que lambda n'est pas un rapport de deux entiers. Et on va se donner un entier K supérieur ou égal à 1. Oui. Alors, qu'est-ce que veut dire que K appartient à S lambda? Bien, ça, c'est équivalent à dire, par définition, qu'il existe un n supérieur ou égal à 1, tel que K soit égal à n lambda. Mais si je traduis ça, la propriété caractéristique de la partie entière, c'est dire qu'il existe un entier n supérieur à 1, tel que K soit inférieur ou égal à n lambda, soit strictement inférieur à K plus 1. Mais, et c'est là que ça intervient, c'est que lambda est irrationnel. Donc n lambda, petite remarque, on peut faire ça, n lambda n'appartient pas à n, quel que soit n. Donc du coup, cette inégalité, elle est en fait stricte puisque k est entier.
Donc K est strictement inférieur à N lambda, qui est strictement inférieur à K plus 1. Ça, c'est équivalent à dire qu'il existe un N supérieur à 1, tel que N se coince strictement entre K sur lambda et K plus 1 sur lambda, si vous le traduisez en termes d'intervalle, c'est-à-dire que l'intersection de l'intervalle K lambda, K plus 1 sur lambda, avec N est non vide. Donc ce qui était effectivement, je vérifie, ce qui était bien ce qui était bien la propriété. Bien, alors on arrive au sens direct. La question qu'on étudie, le théorème de Beatti, c'est à quelles conditions, si je me donne deux réels, alpha et bêta, eh bien, les ensembles alpha et bêta forment une partition. C'est-à-dire, je me donne alpha, bêta, un réel positif. La condition d'être une partition, c'est dire que leur intersection est vide et que leur réunion vaut n étoiles tout entier. Alors, on les a pris en fait supérieur ou égal à 1. Parce qu'on a vu que s'il y en a un des deux qui est plus petit que 1, eh bien son ensemble c'est n tout entier. Donc ça, on a évacué. C'est sans intérêt. Ok. Alors, le sens direct, on va montrer que si alpha et bêta sont deux irrationnels, et qui vérifient l'équation 1 sur alpha plus 1 sur bêta égale 1, alors les ensembles S de alpha et S de bêta forment une partition. Alors on y va. Il s'agit de montrer ces deux propriétés. Et ben on va commencer par la première. On va se donner un entier K qui vit, donc ça c'est les hypothèses, hein, qui vit dans S alpha inter S bêta. Comme alpha et bêta sont irrationnels, je peux utiliser la caractérisation précédente. Donc ce que je sais, c'est que, eh bien, je vais l'écrire là, ce que je sais, c'est que il existe un entier n, oui, tel que k sur alpha soit strictement plus petit que n, soit strictement plus petit que k plus 1 sur alpha. Et de même, eh bien, il existe un entier m. Donc là, je viens de traduire le fait d'appartenir à S de alpha, tel que k sur bêta soit strictement inférieur à m, soit strictement inférieur à k plus 1 sur bêta. Bon, bah, donc là j'ai une implication, eh bien je peux solver. Donc ce que je sais, c'est qu'il existe n et m plus grand que 1, tel que, eh bien k sur alpha plus k sur bêta, bah, c'est k de 1 sur alpha plus 1 sur bêta. Mais ça, qu'est-ce que ça vaut? Bah, ça vaut juste k, parce que l'hypothèse, c'est que 1 sur alpha plus 1 sur bêta vaut 1. Donc j'ai k qui est strictement inférieur à n plus m. Et puis là, j'ai la même chose, 1 sur alpha plus 1 sur bêta, c'est 1, donc c'est k plus 1. Bah ouais, mais là, ça va être très problématique, parce que ça, c'est un entier. Ça, c'est un entier, ça, c'est un entier, mais celui-là est successeur de celui-là. Entre deux entiers qui succèdent, bah, il n'existe pas d'entier, donc c'est absurde. Conclusion, ce qui est absurde, c'est de penser qu'il y a quelqu'un dans l'intersection. Donc vous venez bien de montrer que... Qu'est-ce que vous venez de montrer? Vous venez de montrer que... Ça, c'est vite. Ok. Fort bien. Alors, l'étape suivante... L'étape suivante, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être de montrer le deuxième point, à savoir que la réunion, il faut montrer que la réunion est égale à n étoile. Donc il s'agit de montrer que quel que soit n, je ne vais peut-être pas l'appeler n, je vais l'appeler je vais l'appeler k. Alors il s'agit de montrer que quel que soit k appartient à n, j'ai k qui appartient à S de alpha, ou
K qui appartient à S de bêta. Alors comment montre-t-on dans la pratique une conjonction, c'est-à-dire qu'un énoncé du type A ou B? Eh bien ça se montre en supposant que la première partie n'est pas satisfaite, c'est-à-dire que K n'appartient pas à S de alpha, et montrer que cette hypothèse-là va impliquer que K appartient à S de bêta. C'est-à-dire le schéma géologique, j'en profite pour faire un calcul propositionnel. A ou B, c'est un énoncé qui est équivalent à non A implique B. Je vous laisse réfléchir à ça, mais c'est exactement dans la pratique ce que l'on fait. C'est cette équivalence-là, ce qu'on appelle une tautologie, cet énoncé. Ce qui est très facile à montrer, puisque l'implication, c'est non la première ou B, donc en fait c'est très simple. Mais c'est ce schéma qu'on emploie tout le temps pour montrer une conjonction de propriétés. Donc on va supposer que K n'appartient pas à S de alpha. Oui. Donc ça, grâce à ce qui a été fait précédemment, et que je ne me trompe pas, alors où est-ce que j'ai mis ça? Bravo, bravo, bravo. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que l'intervalle K sur alpha, K plus 1 sur alpha, hein, c'est bien le... Oui, c'est ça. Ne s'intersecte pas avec une étoile. Oui. Ok, alors là, l'astuce, c'est de considérer un certain entier, qui est le suivant. Considérer l'entier, partie entière de K sur alpha, qui a bien un sens. Oui. Alors, qu'est-ce que je sais de cet entier? Eh bien, je sais qu'il est certainement inférieur ou égal à K sur alpha. Oui. K sur alpha est strictement inférieur alors je vais le faire en deux temps, qui est strictement inférieur à n plus 1. Oui. Mais je sais que K sur alpha, lui, est strictement inférieur à K plus 1 sur alpha. Oui. La question, c'est où se positionne n plus 1. Eh bien, si n plus 1 est inférieur ou égal, même strictement inférieur à K plus 1 sur alpha, eh bien, comme il est plus grand que K sur alpha, ça implique que n plus 1 appartient à K sur alpha, K plus 1 sur alpha, et ça, bien, c'est absurde à cause de cette remarque-là. Donc du coup, eh bien, je sais que n plus 1 est certainement supérieur ou égal à K plus 1 sur alpha. Donc j'ai n qui est inférieur ou égal à K sur alpha, strictement inférieur à K plus 1 sur alpha, qui est inférieur ou égal à n plus 1. Voilà ce que je viens de montrer. Mais K est entier et alpha n'appartient pas à Q. Comme c'est pas rationnel, eh bien K sur alpha, la même chose pour K et K plus 1, K sur alpha et K plus 1 sur alpha ne peuvent pas être entiers. Du coup, cette inégalité, les deux ici sont en fait strictes. Et bien ni une ni deux. Ça va être bonardo pour la suite. Pourquoi? Eh bien parce que je vais regarder séparément. Je n'oublie pas que qu'est-ce que je n'oublie pas? Je n'oublie pas que 1 sur alpha, c'est 1 moins 1 sur bêta. Et donc je vais rentrer ça ici. J'ai donc n qui est strictement inférieur à k moins k sur bêta. Ça, c'est ma première inégalité. La deuxième inégalité,
me dit que quoi? Ben, je vais recommencer avec k plus 1. Et j'ai k plus 1 moins k plus 1 sur bêta, qui est strictement inférieur à n plus 1. Oui. Alors celle-là, ben, elle me donne quoi? Elle me donne que k sur bêta est strictement inférieur à k moins n. Et celle-là, elle me donne quoi? Eh bien, si je passe ça de l'autre côté et ça de ce côté-là, vous voyez que les 1 vont se tuer, et je vais avoir k moins n qui est strictement inférieur à k plus 1 sur bêta. Et donc, bah, qu'est-ce que vous venez de montrer? Bah, vous venez de montrer que l'entier k moins n appartient à k sur bêta, k plus 1 sur bêta. Mais ça, en vertu, alors je suis perdu, je vais reprendre la feuille d'exo, en vertu de cette caractérisation-là, puisque bêta est irrationnel, hein, et bien en vertu de la question, c'est laquelle? C'est 1A, en vertu de 1A, eh bien ça implique que K appartient, celui-là, à S bêta. Et donc vous avez montré, alors je mélange toutes les feuilles, tant pis, libre bru, vous avez montré que si je n'appartiens, c'est là, si je n'appartiens pas à alpha, j'appartiens à bêta, et à cause de cet énoncé-là, vous avez bien montré que la réunion S alpha, S bêta était égale à n étoile tout entier. Ok, donc voilà pour le sens direct du théorème de Beatti. Maintenant, on va s'intéresser à la réciproque. Alors, on va y aller doucement et proprement. La réciproque, c'est la question 2. Donc, je me donne alpha et bêta des réels, je vais les prendre plus loin que 1. Parce que sinon, à nouveau, on se retrouve dans le cas 0 et l'un des deux vaut quoi? Eh bien, vaut n étoiles tout entier. Bien. Et je suppose que les ensembles S alpha et S bêta forment une partition, c'est-à-dire S alpha inter S bêta est unide, et S alpha union S bêta, eh c'est n étoiles. Bon. Et alors là, bah, c'est un argument combinatoire, c'est du dénombrement qui va me montrer que 1 sur alpha plus 1 sur bêta vaut 1. C'est assez astucieux. Je vais prendre un entier k supérieur à 2, et je vais introduire, alors on va les noter barres, c'est S alpha inter 1 jusque k, moins 1, pour que ce soit plus joli. Et S bêta, eh bien c'est S bêta bar, c'est S bêta intercepté par ce même ensemble. Je dénombre dans 1k-1 les éléments qui sont dans S alpha et ceux qui sont dans S de bêta. Alors à cause de ça et de cette écriture-là, bah, vous voyez que S alpha bar inter S de bêta bar est égal au vide, et que S de alpha bar union S de bêta bar vaut exactement 1k-1. Oui, un petit jeu d'écriture avec la distributivité de l'intersection sur le nom. C'est-à-dire, autrement dit, S alpha bar et S bêta bar, c'est une partition de cet ensemble-là. Mais si j'ai une partition, eh bien, le cardinal de l'ensemble partitionné, c'est la somme des cardinaux. Alors lui, bah, c'est très simple, c'est K-1. Donc K-1, c'est la somme de ces deux cardinaux. Et bah, le travail va consister à... quoi? À tout simplement dénombrer S de alpha bar et S de bêta bar. Alors, comment dénombre-t-on ça? Eh bien, on va regarder ce que ça veut dire qu'appartenir. Qu'est-ce que ça veut dire que appartenir à S de bêta bar? Donc j'ai I qui appartient à S
de alpha bar, si et seulement si, eh bien, il existe un n supérieur ou égal à 1 tel que i soit égal à n alpha. C'est la définition. Et, ça c'est pour S alpha, et, deuxième hypothèse, c'est que i soit inférieur ou égal à k-1, puisque vous vous arrêtez à k-1. Alors, on avait remarqué, là j'ai mélangé mes feuilles, mais on avait remarqué que la suite, puisque alpha est supposé supérieur ou égal à 1, on avait montré que cette suite-là, en n, était strictement croissante. Donc vous avez alpha qui est strictement inférieur à 2 alpha, qui est strictement, etc., strictement inférieur à n alpha. Oui. Et vous voyez que ce que vous cherchez, c'est le plus grand n, tel que partie entière de n alpha soit plus petit que k-1. Cette suite, elle croît, une suite d'entiers strictement croissante, au bout d'un moment, elle va dépasser k-1. Quand vous avez ce n, cet entier-là, eh bien, combien avez-vous d'éléments qui sont plus petits que k-1 dans cette famille? Ben, vous en avez exactement 1, 2, 3, jusque n. Donc, autrement dit, ce que je suis en train de dire, c'est que si je pose n égale le cardinal de S de alpha bar, vous voyez que n, c'est très précisément le max des... alors, pour i plus petit... oui, non, pardon. C'est le max des... je vais plutôt l'appeler n0. Je vais garder le n comme variable. C'est le max des n supérieur ou égal à 1, tel que partie entière de n alpha soit inférieure à k-1. Bon, mais on va essayer de comprendre ce que veut dire cette chose. Eh bien, qu'est-ce que veut dire cette chose, mes bons amis? Eh bien, n alpha plus petit que k-1. Qu'est-ce que ça veut dire pour n alpha? Alors, moi je voudrais montrer que ça c'est équivalent à dire que n alpha est strictement inférieur à k. Oui. Alors pourquoi? Donc ça c'est la caractérisation que je vais utiliser. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Eh bien on va montrer le sens direct. Alors le sens direct, je suppose que j'ai ça. Eh bien, ce que je sais, pardon, c'est que n alpha est strictement inférieur à n alpha plus 1. Oui. Mais n alpha est inférieur à k-1. Donc ça, c'est inférieur à k-1 plus 1, c'est-à-dire k. Comme j'ai une égalité stricte ici, on voit bien l'implication dans ce sens-là. Maintenant, la réciproque. Si j'ai n alpha qui est strictement inférieur à k, eh bien ce que je sais, c'est que la partie entière de n alpha est inférieure à n alpha, qui est strictement inférieur à k. Mais ça, c'est un entier, et ça, c'est un entier. Si un entier est strictement inférieur à un autre entier, il est inférieur ou égal à n alpha, il est inférieur ou égal à cet entier moins 1. Et donc, vous avez bien montré la réciproque. Ok, donc vous voyez que finalement, n0, à cause de cette équivalence, c'est le maximum des entiers n supérieur ou égal à 1, tel que n alpha soit plus petit que k. Ben ça, j'ai envie de diviser. J'ai envie de diviser par alpha. Et là, ben, vous voyez que
C'est beaucoup plus propre. C'est des entiers qui sont bornés par k sur alpha. Alors il y a deux cas à distinguer, parce que là on n'a pas fait d'hypothèse sur l'irrationalité de alpha. Il y a le premier cas où k de alpha est entier, et k sur alpha est entier. Ça peut se produire. Oui. Si k de alpha est entier, eh bien vous prenez tous les entiers strictement inférieurs à cet entier. Et donc vous voyez que le n0, eh bien c'est la partie entière de k sur alpha moins 1, puisque vous ne comptez pas le dernier. Si maintenant k sur alpha n'est pas entier, eh bien vous voyez que n0, donc là vous avez dépassé un tout petit peu un entier, bah c'est exactement. Bien, et donc vous avez montré en toute généralité que eh bien, le n0, c'est-à-dire le cardinal de S alpha bar, il est égal soit à ça, c'est-à-dire qu'il est compris, si on veut l'écrire en inégalité, il est compris entre partie entière de k sur alpha et partie entière de k sur alpha moins 1. Et ça, je préfère le réécrire dans l'autre sens. Je préfère écrire que la partie entière de k sur alpha est coincée entre le cardinal de S alpha bar et le cardinal de S alpha bar plus 1. Bien, bah, le même raisonnement va, je vais mettre comme ça, le même raisonnement va vous montrer que S bêta bar est plus petit que K sur bêta, qui est plus petit que S bêta bar plus 1. Et si je fais la somme des deux, eh bien, j'obtiens la somme de ces deux cardinaux, mais la somme de ces deux cardinaux, on l'a dit, encore être là, c'est k-1. Donc en sommant, eh bien, vous obtenez k-1, qui est inférieur ou égal à k sur alpha, plus k sur bêta. Qui est inférieur, je fais la somme, donc j'ai k-1, mais je rajoute 2, donc ça me fait k plus 1. Et donc vous avez obtenu cette très belle relation. Et cette très belle relation, elle est vraie, quel que soit k supérieur ou égal à 2. Et donc l'astuce, c'est de faire tendre tout ça vers l'infini. Alors vous allez me dire, c'est pas très intelligent, parce que tout tend vers l'infini. Oui, mais préalablement, vous divisez par k, et vous avez cette chose-là. Alors là, bah, c'est good. Ça tend vers 1, ça tend vers 1. Ça veut dire que ça tend vers 1. Mais il faut essayer de comprendre ce que séparément ces deux éléments vont donner par passage à la limite. Ben, je vous rappelle que la partie entière de k de alpha, elle est plus petite que k sur alpha, et elle est strictement plus grande que k sur alpha moins 1. Si bien que si vous divisez par k, si vous divisez par k, ben là vous allez avoir 1 sur alpha moins 1 sur k. Là vous allez avoir la chose qui vous intéresse. Et là vous allez avoir 1 sur alpha. Maintenant quand k tend vers l'infini, ce coup-ci, eh bien ça c'est une constante, donc ça tend vers 1 sur alpha, et celle-là, vous voyez qu'elle tend vers 1 sur alpha. Donc vous en déduisez que ça tend vers 1 sur alpha. Donc ça tend vers 1 sur alpha, ça tend vers 1 sur bêta, ça tend vers 1, ça tend vers 1. Et bien par passage à la limite, vous voyez que 1 est plus petit que 1 sur alpha plus 1 sur bêta, qui est plus petit que 1, c'est-à-dire que 1 sur alpha plus 1 sur bêta égale 1. Voilà, vous avez presque terminé de démontrer Beati. Il reste à montrer pour la réciproque que, donc là vous avez montré le plus dur, il reste à montrer que alpha et bêta sont irrationnels. Alors, vous avez raisonné par l'absurde. On va en profiter pour refaire de la logique. Vous voulez montrer ça. Et donc vous allez, par l'absurde, supposer sa négation. Mais la négation d'un et, c'est un ou.
Donc c'est la négation de ça ou la négation de ça. Hein, donc on suppose que alpha appartient à Q ou bêta appartient à Q. Mais vous venez de montrer que 1 sur alpha plus 1 sur bêta est égal à 1. C'est-à-dire que ça équivaut à dire que je passe bêta de l'autre côté, ça me fait bêta égale alpha sur alpha moins 1. Si alpha appartient à Q, eh bien Q c'est un corps, et bien alpha moins 1 est un rationnel, et donc le rapport de deux rationnels est rationnel, donc ça implique que bêta appartient à Q, et vous avez la même chose si bêta appartient à Q, vous permettez la vous avez alpha appartient à Q. Donc supposez ça, à cause de cette relation, ça revient à supposer que alpha et bêta sont tous les deux rationnels. Oui. Et là, on va essayer de voir que c'est pas possible. S'ils sont tous les deux rationnels, vous voyez, alpha, je peux l'écrire A sur B, et bêta, je peux l'écrire P sur Q. Si je pose n égale B fois Q, donc A, B, P, Q sont des entiers, vous voyez que, donc ça devient un entier, que n alpha appartient à grand N, et que n bêta appartient à grand N. Oui. Maintenant, considérez l'élément n alpha bêta. Ouais. Ça, vous pouvez l'écrire de deux manières. Vous pouvez écrire n alpha de bêta, et vous pouvez aussi écrire n bêta de alpha. Oui. Mais n alpha bêta, si vous prenez sa partie entière, eh bien, vous voyez que c'est un entier fois bêta, donc ça appartient à S de bêta, et vous voyez que c'est un entier fois alpha, donc ça appartient à S de alpha. Donc conclusion, S de alpha inter S de bêta est non vide. Oui, mais ça c'est contraire aux hypothèses de partie d'une partition. Et voilà, jeunes gens, ceci achève le théorème de Beatti qui est décidément magnifique, moi je trouve. D'ailleurs, en maths, on a retenu cette appellation, on voit ça parfois, on parle de couple de Beatti, à cause de ce théorème. Le couple de Beatti, c'est donc des alpha-bêta irrationnels qui vérifient 1 sur alpha plus 1 sur bêta égale 1. On va prendre une minute pour donner un exemple. Les irrationnels les plus simples, c'est des racines d'entiers qui ne sont pas des carrés parfaits. Par exemple, si vous prenez alpha égale racine de 2, eh bien vous voyez que le choix qui va vous être imposé, c'est bêta égale alpha sur alpha moins 1, c'est-à-dire racine de 2 sur racine de 2 moins 1. Si on veut l'écrire plus joliment, tiens, on va l'écrire plus joliment. Je vais multiplier par la quantité conjuguée. Donc, racine de 2 moins 1 sur racine de 2 plus 1. Le dénominateur, ça va me faire 2 moins 1, ça me fait 1. Et le numérateur, ça va me faire 2 plus racine de 2. Et donc, vous voyez que les ensembles S racine de 2 et S de 2 plus racine de 2 forment une partition. Si vous aimez la programmation, c'est pas très compliqué à programmer. Là, vous allez faire apparaître, essayer de voir les entiers qui apparaissent à l'un, qui appartiennent à l'un des ensembles ou à l'autre. Je vous suggère de programmer ça, c'est très visuel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si ce n'est pas le cas, arrêtez les maths. Je crois que c'est le plus simple. Et si c'est le cas, continuez les maths et continuez l'arithmétique. Bravo et à bientôt pour de nouvelles aventures.